Jean, bonjour. Bonjour, Je vous suis. m'entendez comme ça? Ah oui, ça fait. Oui, oui, on t'entend très bien. Enfin, on Bon, vous entend très bien parce que je vais utiliser plutôt le vous. Je suis vraiment très, très heureuse. Ça a été le cadeau de la conférence que vous allez faire. C'est pour moi le cadeau de ce salon particulier. Vous savez à quel point j'ai aimé tout ce que vous avez écrit. Donc, je suis vraiment très, 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 très contente. Vous êtes où en Bretagne ou je suis en Bretagne Vénard? Bon. parce que le virus circule beaucoup moins ici. Ah bah oui, ça c'est certain. On va vous laisser la parole et puis je reprendrai peut-être 2, 3 minutes pour qu'à la fin on parle un peu de vos projets et de tout ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, le Thomas de Fils de Plouc, qui est paru en 2005, a tout de suite été un grand succès. Aujourd'hui, il en est à plus de 60 000, rien que pour ce Thomas. En conséquence, les presses de la cité, qui sont le plus important des éditeurs de romans régionaux, m'ont demandé dès 2010 d'en écrire un. Je leur ai répondu, mais moi, c'est pas mon travail, je ne sais pas faire ça. Et puis, j'avais tellement d'autres choses à faire. Je voulais écrire d'autres ouvrages universitaires sur Racine, sur le misanthrope, sur Madame de Lafayette, etc. Et aussi des essais personnels, notamment une histoire religieuse de la Bretagne, catholiques et bretons toujours, point d'interrogation, et puis aussi une dénonciation des inégalités, liberté, point d'interrogation, fraternité, point d'interrogation, inégalités au pluriel, point d'exclamation. Et voilà. Et puis, quand j'ai fini de faire tout ça, eh bien, je m'y suis mis à écrire ce roman qui s'intitule donc Une vengeance de l'Ankou. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Premièrement, oui, je numérote les points de mon intervention, ça fait très scolaire, mais ce sera un peu plus clair. Premier point, le choix du genre de roman. Il y avait deux solutions. Ou bien privilégier les émotions du lecteur avec une intrigue simple, palpitante, centrée sur trois ou quatre personnages, avec par exemple une histoire d'amour. Voilà cette solution qui est la plus fréquente aujourd'hui. Moi, m'a écrit une lectrice, quand je lis un roman, je cherche à être prise par l'intrigue, émue par les sentiments, je ne cherche pas à apprendre des choses. Eh bien moi, je voulais au contraire apprendre des choses à mes lecteurs. J'ai donc choisi la deuxième solution, m'inscrivant quand même dans la grande tradition de Balzac, Zola, Tolstoï, etc. J'ai décidé de restituer la vie d'une commune entière, une paroisse rurale habité essentiellement par des paysans. Ce livre est donc une chronique villageoise, historique et sociologique, mais c'est quand même un roman parce que cette chronique est vécue à travers les désirs, les amours, les déceptions, les malheurs des personnages. Deuxièmement, le choix des personnages. Je ne pouvais pas mettre en scène les 1500 habitants de ma commune. Euh, alors, comme il s'agit presque tous de paysans, j'ai choisi trois familles représentatives. L'une tient une grande ferme, mais dont elle est seulement locataire. La seconde tient une ferme moyenne, mais elle en est propriétaire. Et la troisième est celle d'un ouvrier agricole. Les deux premières familles sont liées par un mariage, puis par un conflit. Et la famille de l'ouvrier agricole est liée à la ferme moyenne qui l'accueille quand elle tombe dans la misère. Il s'agit donc de trois destins croisés de familles représentatives. Et bien sûr, je mets aussi en scène Monsieur le maire et Monsieur le recteur, comme on dit en Bretagne pour désigner le curé de la paroisse, et puis l'instituteur, ou plutôt les instituteurs successifs. Le plus important, c'est le premier.
C'est lui qui a créé la première école de la commune en 1832. Au début, la classe, c'est tout simplement une vieille étable où il n'y a ni table, ni banc, ni chaise, ni livre, ni cahier. C'était ainsi une situation fréquente à l'époque. Mais son dévouement satisfait tout le monde. Et en 1835, le ministre de l'Instruction publique envoie à tous les maîtres d'école, qui sont très peu payés, la lettre suivante. Il faut que l'austère plaisir d'avoir servi les hommes soit pour l'instituteur le digne salaire que lui donne sa conscience seule. C'est sa gloire de s'épuiser en sacrifice et de n'attendre sa récompense que de Dieu, décidé à vivre et à mourir au service de l'instruction publique. Eh bien, le soir même, mon instituteur recopie cette déclaration pour la remettre au maire et au recteur, et par 2 fois, il doit s'interrompre, submergé de chaudes larmes de joie. C'était une autre époque. Cet instituteur restera là jusqu'à sa mort pendant 15 ans. Et après lui, ça se passera moins bien avec ses successeurs. Il y en a surtout l'un qui sera révoqué pour insolence envers monsieur le recteur. Troisièmement, le choix d'une époque. Aujourd'hui, l'évolution économique et technique est rapide et chacun essaie de construire sa vie et il réussit assez souvent, si bien que la vie des enfants est souvent différente de celle de leurs parents. Jadis, au contraire, et encore dans mon enfance rurale, l'évolution était lente et la majeure partie des ruraux vivaient et mouraient dans la maison où ils étaient nés et qui avait été celle de leurs grands-parents et de leurs aïeux. La grande majorité vivait donc dans cette maison et l'autre partie se mariait, mais dans la commune même, ou bien dans une commune limitrophe, et pour exercer en général le même métier que leurs parents. Il me fallait donc choisir une époque assez longue pour montrer l'évolution économique, technique, sociale, mentale. Je n'ai pas pris l'époque récente parce que beaucoup de gens la connaissent aussi bien que moi. Or, je voulais apprendre des choses à mes lecteurs et les faire réfléchir. Or, on ne peut vraiment réfléchir que si on rencontre la différence. Et puis, l'un des dangers qui nous guette toujours, c'est de croire que les réalités, les idées, les sentiments, les comportements d'aujourd'hui ont toujours existé et existeront toujours, de tout rapporter à une nature humaine relativement immuable. Par exemple, l'éternel féminin. Eh bien, vous savez que l'éternel féminin a été complètement transformé récemment parce que le comportement des femmes il dépendait de leur statut, de leur condition sociale et pas d'une nature féminine. Je n'ai pas voulu non plus choisir une époque trop marquée par des événements extrêmes comme la guerre de 14 ou la guerre de 40 ou les violences anticléricales des années 1880 à 1905. J'ai donc choisi la période 1830-1871 où il y a plusieurs événements nationaux importants, mais pas trop. Quatrièmement, le choix d'un endroit. L'endroit que je connais le mieux, c'est mon pays natal, le Léon, le quart nord du Finistère. Mais le Léon de l'époque était trop uniforme. L'uniformité n'a guère d'histoire et surtout n'est pas dramatique. À l'époque, presque tous les Léonards étaient dévots et étaient de droite. Tandis que plus au sud, dans Cornouailles intérieure, vers Huelgoat, Carhaix, il y avait une majorité de gauche face à une minorité de droite. Les gens étaient croyants, évidemment, mais plus ou moins anticléricaux, la plupart d'entre eux, et moins dévots que dans le Léon. Alors, j'ai choisi une place intermédiaire
en situant ma commune imaginaire dans le sud du Léon, quelque part entre Comana et Sison, un endroit où les opinions étaient diverses, ce qui me permettait des conflits nécessaires pour une intrigue dramatique. Et je l'ai appelé Plouguinou, en associant 3 syllabes caractéristiques. Plou, première syllabe de nombreuses communes. Moi, je suis né à Plougourvest, commune limitrophe, Plougard, Plouvorne, Plouzévédé. Gouin, le vin, et la terminaison ou, qui est particulièrement fréquente en breton. Cinquièmement, les causes des événements constitutifs de l'intrigue. Ils viennent d'une part de l'évolution économique, sociale, mentale, et d'autre part des événements accidentels qui se produisent à Plouguinou. Évolution, ainsi, au début de la période, on cultivait encore beaucoup de lin et on élevait beaucoup de moutons. Et puis, rapidement, le coton a remplacé le lin et fait reculer la laine. Au début, le battage se faisait au fléau, puis sont arrivées des batteuses, actionnées d'abord par un manège, puis par une locomobile. J'explique dans le livre de quoi il s'agit, bien sûr. Deuxièmement, les événements. Les accidents, il y en a beaucoup dans l'histoire que je raconte et j'y insiste pour construire une intrigue dramatique. Cela commence dès le premier chapitre. Il fait très beau ce dimanche de juin et l'un de mes héros, au sortir de la basse-messe, va se changer rapidement pour pousser jusqu'à l'étang, pour goûter là-bas l'un de ses plaisirs d'enfance, s'allonger dans l'herbe au ras de l'eau, tout près pour en contempler les reflets et les frissons. Il y a quand même une forme étrange, noire, qui émerge de l'eau là-bas, près de l'autre rive. Il se lève, contourne l'étang, se rapproche, et soudain il est pris de frissons. Cette masse noire a une forme humaine. C'est une femme au large ventre, étendue sur le dos, avec une longue robe noire qui flotte tout autour. Alors, il revient en vitesse pour chercher Monsieur le maire, ils vont à la gendarmerie, ils vont voir, et quand ils s'approchent avec une barque, ils reconnaissent une jeune femme de la paroisse. Or, dans la fosse d'aisance du café où elle travaillait, on trouve un fœtus. Il s'agit donc d'un suicide consécutif à une grossesse non désirée, bien sûr. À la fin du même premier chapitre, il y a un battage au fléau, c'est-à-dire que 6 hommes battent au fléau en même temps, 3 d'un côté, 3 de l'autre, qui frappent tour à tour. Mais soudain, un coup de tonnerre surprend l'un d'eux et il perd un peu l'équilibre. Et le voilà qui reçoit un violent coup de fléau porté par l'équipe d'en face, un violent coup de fléau sur la tête. C'était un ouvrier agricole particulièrement apprécié. Mais ce traumatisme fait qu'il aura désormais des hallucinations qui le rendent dangereusement violent, si bien que personne ne veut plus l'employer. Or, il a 3 jeunes enfants. Tout repose donc désormais sur sa femme qui va mourir bientôt à la naissance d'un 4e. C'est donc la misère. Alors, le père et les 4 petits sont accueillis dans une masure en bas de la cour de la ferme d'importance moyenne, dont les propriétaires les aident pour leur nourriture et un peu pour leur éducation. L'aînée est une fille qui s'en sort et trouve une place dans un café. Elle aime bien l'un des fils de la ferme, à côté de l'endroit où elle habite. Un jour, ils vont ensemble cueillir des noisettes. Et puis, ils s'allongent dans l'herbe et la voilà enceinte dès la première étreinte. Or, il la refuse parce que ses parents n'accepteront pas une mésalliance. Elle disparaît.
c'est le médecin républicain de la petite ville voisine qui lui a trouvé une place couturière à Morlaix. Elle reviendra 11 ans plus tard faire un beau mariage et le responsable de sa grossesse en mourra après une confession dramatique. Ses deux frères, protégés eux aussi par le médecin et le notaire républicain, deviendront des militants influents. Dernier malheureux, Corentin. Corentin, un personnage secondaire qui est refusé au conseil de révision pour le service militaire. Pourtant, il n'est pas trop petit et il paraît en bonne santé. On en conclut donc qu'il est refusé pour virilité insuffisante et qu'il ne pourra jamais se marier. Il y a un conflit familial qui traverse une partie du livre. Le fils aîné de la ferme moyenne a épousé une fille de la grande ferme. Et il en est ravi, absolument, parce que c'est quelqu'un de très dynamique, de très énergique, qui va pouvoir faire des tas de choses. Et oui, mais seulement son beau-père, qui est un conservateur, et surtout sa belle-mère, qui est très timorée, supporte fort mal son activisme. D'autant qu'en principe, c'est le beau-père qui reste le patron de la ferme. Alors le gendre finit par proposer une solution, diviser la ferme de Kerbrat en deux. Il est soutenu par sa belle-mère qui ne cherche qu'à se débarrasser de ce gendre. Et il réussit donc à convaincre son beau-père, Chob, puis à convaincre le propriétaire qui accepte même de lui construire une nouvelle maison parce que son notaire lui a démontré qu'il récupérerait rapidement cette dépense. On partage donc. Mais le beau-père ne réussit vraiment pas à digérer la perte d'une partie de ses terres. Car il ne s'agit pas seulement d'une perte matérielle, c'est une déchirure affective. Ce partage, c'est la ruine de ma vie, se répète-t-il. On me vole mon identité, car je suis Chob à Gerbrat. Depuis 5 générations, ma famille coïncide avec ce village où il n'y avait eu qu'une seule ferme, la mienne. Kerbrat, c'était moi. La séparation sera effective à la Saint-Michel en 1845. Tous les dimanches de septembre, le père Santec fait le tour de ce qu'il va perdre, triste comme s'il enterrait le bon Dieu et souvent au bord des larmes. Il se sent non seulement dépouillé avec son propre accord, mais coupable. Ses terres l'ont fidèlement nourri et lui maintenant, il les abandonne. Il les livre à un brutal qui va les malmener avec ses défrichages et sa nouvelle charrue en fer. Alors, il s'adresse aux parcelles qu'il conserve et il sent leur complicité. Elles s'épanouissent sous sa parole, tandis que les autres restent muettes et gardent un air fermé, comme pour réprouver sa trahison. Alors, il les parcourt lentement pour s'en imprégner une dernière fois. En partant, il prend une poignée de terre qu'il met dans sa poche. Parfois, il aurait presque envie d'en manger un peu. Gouillou, lui, le gendre, est heureux. Pourtant, il est déçu par son fils aîné, Yannick, qui n'est pas du tout un activiste comme lui, mais un rêveur, un poète, a dit l'instituteur. Un jour, Gouillou est en train de sarcler des betteraves avec ses deux fils. Il pleut sans relâche. Père, il faut rentrer, dit Yannick au bout de 2 heures. On risque d'attraper du mal. Le risque, c'est la vie, répond Guyot. Il n'y a que les morts qui risquent rien. C'est le froid qui est dangereux et on n'a pas froid quand on travaille. Il continue à sarcler. Ses fils s'y remettent aussi. Quelque temps après, Yannick insiste. Père, rentrons, je t'en prie. Du mal, on va rattraper. Il se lève. Son frère aussi. Gouillou continue.
Ses fils restent debout un moment, puis se dirigent vers la maison. Le père les rejoint 2 heures plus tard. « J'ai tout fini, dit-il d'un air de défi. Et oui, mais il a attrapé une pneumonie dont il ne va pas tarder à mourir. » 1 an et demi plus tard, Yannick décide de creuser un puits, car il n'y en a qu'un dans le hameau et il est situé dans l'autre ferme depuis le partage. Alors, il creuse avec son frère, chacun son tour, et celui qui est au fond est attaché par une corde pour que l'autre puisse le remonter en cas de problème. Or, justement, voilà l'eau qui arrive à flot. Alors Yannick remonte son frère très vite, trop vite, si bien que le frère s'accroche à un des chevrons qu'on a placés en travers du puits pour éviter les éboulements. Résultat, il bascule la tête en bas, tombe au fond et se noie. La corde attachée à sa ceinture ne remonte que le pantalon. Cela se passe en décembre 1869. Yannick en reste gravement déprimé pendant longtemps. 1 an plus tard, pensant que cela lui redonnera du tonus, il s'engage dans l'armée que Gambetta est en train de lever dans l'Ouest pour aller délivrer Paris encerclé par les Prussiens. Et finalement, Gambetta se méfie de ces Bretons, des Chouans, des indépendantistes, si bien qu'il les arrête et qu'il les entasse à 40 000 dans la boue pendant 3 mois à Conly, près du Mans. Ce livre, vous le voyez, contient beaucoup de drames, beaucoup de morts. Mais il y a aussi de grands bonheurs. Ceux de Gouilloux jusqu'à sa pneumonie, ceux de Yannick jusqu'à la mort de son père. Il a réussi à épouser celle qu'il aimait depuis l'enfance. Et le bonheur de la fille de l'ouvrier handicapé qui finit par faire un beau mariage. Le bonheur de ses 2 frères, pauvres orphelins, qui font une belle ascension sociale et se réjouissent de la proclamation de République en 1870. Celui de Corentin, qui finit par se marier, ce qu'on pensait impossible après son refus au Conseil de révision. Celui du premier instituteur, notre bon maître, bien vu de tous pendant 15 ans. Et puis, il y a Champy, le cantonnier, qui distrait tout le monde par ses plaisanteries incessantes, même sur son lit de mort. « Enterrez-moi dans un champ de pommes de terre. Je ferai du bien aux pommes de terre, dit-il 3 jours avant de mourir. » 6e point, la répercussion des grands événements nationaux. Ce qui se passe à Plouguinou n'est pas dû seulement à des causes locales, mais aussi à la répercussion en Plouguinou des grands événements nationaux. Au cours de la période choisie, il y en a de première importance. La Révolution de 1830, celle de février 1848, la guerre civile de juin 1848, le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1851, l'instauration du Second Empire en 52, la guerre de 70, la Commune de 71. Tout cela se passe à Paris, mais a des répercussions, je l'ai vérifié, jusqu'au fond du Finistère. Pour la guerre de 1870, cette répercussion est directe, puisqu'il y a des habitants qui sont mobilisés. Pour les autres événements, il y a 3 intermédiaires. Les journaux, auxquels probablement sont abonnés le maire, le recteur, l'instituteur, le noble qui habite la commune, monsieur le vicomte. D'ailleurs, en 1848, le préfet a demandé à tous les maires d'abonner leur commune à un journal à 2 journaux de leur choix. Or, dans le Finistère, il y en a une dizaine de journaux régionaux. Deuxième intermédiaire, l'administration qui intervient, par exemple, pour modifier le choix du maire. Tantôt, il était désigné par le préfet, et puis voilà qu'on décide qu'il sera nommé, qu'il sera élu
par les conseillers municipaux eux-mêmes élus par la population. Et puis, de nouveau, eh bien, non, il sera désigné par le préfet. Troisième intermédiaire, le clergé, qui est averti par sa hiérarchie de tout ce qui se passe à Paris et qui réagit au changement. C'est d'abord le cas pour la Révolution de 1830 que je présente justement à travers la réaction du recteur de Plouguinou. Une rébellion parisienne a chassé notre roi Charles X pour le remplacer par le fils d'un régicide qui a voté la mort de son cousin Louis XVI. Ce 2 août 1830, notre recteur devient tout pâle en voyant ce titre dans le courrier de Brest et du Finistère. Il doit le relire 2 fois pour y croire vraiment. Notre souverain légitime, le vénérable descendant de Saint-Louis et de Louis le Grand, remplacé par un fils d'assassin de roi. Le recteur se lève tout tremblant. La persécution dont il a tant souffert sous la Révolution va-t-elle recommencer? Il appelle un de ses vicaires pour le soutenir jusqu'à l'église, où il prie jusqu'au soir, sans consentir à manger. Pendant plusieurs mois, il va dénoncer en chair un gouvernement de canailles dont le seul Dieu est l'argent, un gouvernement qui ordonne d'enlever les crucifix des tribunaux et de remplacer partout le drapeau blanc et les fleurs de lys par les 3 couleurs des terroristes de 1793. Le préfet menace de porter plainte contre lui pour injure au monarque et il demande à l'évêque de le déplacer, mais en vain, car Monseigneur Jean-Marie Dominique de Poulpiquet de Brescanvel est un fier héritier de l'Ancien Régime, fort hostile au nouveau pouvoir, comme la plupart des prêtres de Bretagne. Du coup, en 1848, le clergé est ravi du renversement de l'usurpateur Louis-Philippe. Il est tellement ravi qu'il adhère au nouveau régime, bien que ce régime soit la République. Voici comment je présente la chose. Les quelques militants républicains de la commune sont en train de planter un arbre de la liberté au milieu du cimetière, comme on le faisait pendant la Révolution. Et ils sont stupéfaits de voir venir monsieur le recteur qui leur demande la permission de bénir cet arbre de la liberté. Oui, la permission. Même vous, vous êtes pour la liberté, lui disent-ils d'un air moqueur. Bien sûr, et monseigneur aussi. Regardez ce qu'il m'a écrit comme à tous les prêtres du diocèse. Si on plante un arbre de la liberté, bénissez-le sans hésiter, qu'il soit un souvenir vivant de cet arbre de salut sur lequel le Fils a répandu son sang. Liberté, égalité, fraternité, voilà une devise dont les cruels souvenirs de 1793 ne doivent pas obscurcir le doux éclat et qui résume l'esprit de l'évangile du Christ. Nos républicains sont ébahis, d'autant qu'ils ne comprennent rien à cette histoire d'arbre de salut. Mais pourquoi pas? Bénissez, monsieur le recteur, bénissez, disent-ils avec un grand sourire. Il y a des élections en 1848 et il y a 2 listes. Le 5 avril, l'Impartial du Finistère, journal contrôlé par l'évêché, annonce la mise en œuvre des doctrines de liberté, d'égalité et de fraternité que Jésus-Christ était venu annoncer au monde. Les grands événements politiques ont donc des répercussions rapides jusqu'à Plouguinou, dans cette commune située entre Léon et Cornouailles, où il y a une minorité de militants des 2 bords. Car ceux qui ont 55 ans en 1830 en avaient déjà 15 au début de la Révolution. Ils en avaient 40 à la restauration de la royauté. Et
les militants républicains, je le répète, sont soutenus par le médecin et le notaire de la petite ville voisine. L'orientation républicaine et anticléricale de ces deux professions était assez fréquente, car ces gens étaient de nouveaux intellectuels qui cherchaient à s'affirmer et se heurtaient à la domination des anciens intellectuels, c'est-à-dire des prêtres. Le 26 février 1848, la République crée à Paris des ateliers nationaux pour donner du travail et un petit salaire à tous les chômeurs. Seulement, il y en a bientôt 40 000 inscrits. Alors, on ne sait pas trop qu'en faire, si bien que le 23 juin, on supprime les ateliers nationaux. C'est aussitôt la révolte, avec une forte répression, 1600 morts dans les forces de l'ordre, 4 000 chez les insurgés, 11 000 prisonniers, 4 300 déportés. Sur le moment, cette rébellion a provoqué une division chez les républicains de province qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, alors les uns la soutiennent et les autres craignent qu'elle ne déstabilise la République. C'est ainsi qu'un navire est parti de Morlaix au Havre pour rejoindre Paris afin de protéger le gouvernement. Et je suppose qu'un militant de Plouguinou était sur ce navire. En décembre, on élit le nouveau président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte est candidat. Alors les uns soutiennent le neveu du grand homme et les autres, majoritaires à Plouguinou, s'y opposent en souvenir des guerres meurtrières du Premier Empire. Eh bien, c'est Louis-Napoléon qui est élu pour 4 ans. Et comme il n'est pas rééligible, eh bien, il se maintient au pouvoir par un coup d'État le 2 décembre 1851. Le 30 septembre 1852, le conseil municipal de Plouguinou vote une résolution demandant le rétablissement de la monarchie de l'Empire. Voici le texte. Considérant que le prince Louis-Napoléon a sauvé par son énergique initiative la France et la société, considérant que par ses généreux efforts et son ardente sollicitude, il a rendu au pays le repos et la prospérité, que grâce à lui, le commerce et l'agriculture reprennent une activité nouvelle, que les cultivateurs ont trouvé dans le neveu de l'empereur un protecteur et un ami, le conseil municipal de Plouguinou demande que le prince Louis-Napoléon soit proclamé empereur. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce texte, j'ai simplement recopié le texte qui a été voté dans ma commune de Plougourvest, bien entendu à l'initiative du sous-préfet. L'Empire est effectivement rétabli le 2 décembre 1852. En 1848, la République avait instauré l'élection des maires. Dans ces conditions, ce n'est pas moi qui l'emporterai la prochaine fois, se dit le maire de Plouguinou. Alors mieux vaut choisir moi-même au lieu d'attendre d'être battu. Et il démissionne. Erreur, car peu après, l'empereur rétablit la désignation des maires par les préfets. Il y a un autre événement national qui a d'importantes répercussions locales, c'est l'arrivée du train, la construction de la voie ferrée de Rennes à Brest et notamment du spectaculaire viaduc de Morlaix. Le dimanche, on va le voir. On va voir l'avancée des travaux qui continuent même le dimanche. Et monsieur le recteur est furieux, bien sûr, parce que ceux qui y vont ne viennent pas aux vêpres. Et il se dit que bientôt, avec ce train qui va circuler tous les dimanches et même le jour de Noël et le jour de Pâques, eh bien, l'assistance à la messe va diminuer fortement. Au départ, il était question d'une seule ligne passant par le centre de la Bretagne, de Rennes à Carhaix, et remontant ensuite jusqu'à Landerneau, en passant peut-être par Plouguinou, justement. Alors au début, les gens craignent qu'on leur confisque leurs terres. Et puis, quand ils s'aperçoivent
du prix payé pour les terres, ils espèrent que ce sera le cas. De plus, il faudra nourrir et loger tous ces gens qui construiront la voie, autant de bénéfices en plus. Et oui, mais finalement, c'est 2 lignes qui sont construites et même celle du nord est un peu trop loin de Plouguinou. Il y en a quand même un pour qui cette construction est une aubaine. C'est Corentin, celui qui a été refusé au service militaire. Il devient ouvrier sur la voie et une sorte de vedette, car il se débrouille très bien dans son travail et il apporte parfois sur le chantier une dinde ou une pintade et souvent des œufs de l'une et de l'autre. Et à Plouguinou, il ramène des explications aux gens pour leur dire ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. 7e point, qui est-ce qui parle dans le livre? Eh bien, tantôt c'est un narrateur anonyme, comme c'est fréquent dans les romans, et tantôt les personnages eux-mêmes, en dialogue ou bien en monologues intérieurs, car dans la mesure du possible, j'insère descriptions et récits dans la vie des personnages. Voici par exemple comment sont décrits la cour et les bâtiments de la ferme moyenne. C'est le joli mois de mai et ce dimanche après-midi est tout ensoleillé. Le propriétaire de Kerguz balaie sa cour avec un plaisir évident. Petit, il croyait qu'à force de balayer, on éliminerait toute la poussière. Il sait bien que non, aujourd'hui, mais c'est quand même plus beau, une cour bien balayée. Surtout celle-ci, qui est un espace régulier, presque rectangulaire et en légère pente. À droite, la maison, en haut, une grange, en bas, une vieille longère qui fait office d'étable, d'écurie et de poulailler. Notre homme évite de regarder le côté gauche de la cour qui fait malheureusement face à la maison, car c'est un talus où il y a un trou avec une porte. Ça, c'est pour les cochons. Huitième point, le choix du titre. Le titre d'un livre, c'est très important parce que c'est lui qui le désigne. Un bon titre a 2 qualités. Il attire l'attention et il résume le caractère majeur du livre. Fils de Plouc était un excellent titre parce qu'il satisfaisait à ces 2 critères. Mais celui-ci, c'est moins bon. Certes, il attire l'attention, à la fois l'attention de ceux qui connaissent l'Ankou et l'attention de ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui s'interrogent. Mais il ne résume pas l'ensemble ni tout à fait l'esprit du livre. Il n'en désigne qu'un aspect. L'Ankou était un personnage mythique de Bretagne bretonnante. Il est connu par 2 sortes de représentations. Dans la représentation sculpturale qu'on trouve à l'entrée de plusieurs églises, c'est un squelette armé d'une pique ou d'une faux qui s'apprête à nous tuer tous. Dans la représentation descriptive, c'est toujours un squelette, mais habillé d'un grand manteau avec un grand chapeau qui conduit un cheval traînant une charrette où il entasse les morts. Carriguel en Ankou, la carriole de l'Ankou. Dans mon enfance encore, on en parlait souvent, mais on n'y croyait vraiment plus. Tandis que, à l'époque où je situe ce livre, si, beaucoup de gens y croyaient tout à fait. Mais son rôle n'est pas fondamental tout du long du livre. Il comporte 20 chapitres. Au premier chapitre, il y a une simple allusion à l'Ankou. Il apparaît vraiment au chapitre 3 parce qu'il y a là une femme peureuse qui le craint. Elle dort mal la nuit parce qu'elle tend l'oreille pour entendre la carriole. Nouvelle allusion au chapitre 12, et entre-temps, entre cette femme et son gendre rationaliste, il y a une querelle au sujet de l'existence ou non de l'Ankou. C'est dans les chapitres 17 et 18, c'est-à-dire vers la fin, qu'il devient essentiel. Voici pourquoi. En Bretagne, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on enterrait les morts dans l'église, plus près de toi, mon Dieu. Et quand le sol de l'église était vraiment trop plein, on transportait les restes dans un ossuaire
qui, en Basse-Bretagne, était souvent une jolie petite chapelle. À Plouguinou, en 1868, l'ossuaire menace de s'écrouler. On décide donc de le vider par une cérémonie solennelle où, en présence de Monseigneur l'évêque, chaque os est délicatement posée dans la fosse commune, mais après avoir été nettoyé et embrassé, et après qu'on lui ait fait toucher le calvaire. Après quoi, on détruit l'ossuaire et on agrandit le cimetière. Mais certains se disent, ah ben ça y est, on vient de bouleverser le domaine de l'Ankou et il va se venger. Évidemment, ils vont attribuer à cette vengeance les morts des 2 ou 3 années qui suivent, dont celle de Gouilou et de son fils. De nouveau, il y a un petit passage au chapitre 19 où Monsieur le recteur proteste contre ce qui est une superstition antichrétienne. Et puis au chapitre 20 où le cantonnier, qui est le plaisantin du livre, se moque de ce mythe juste avant de mourir lui-même. Comme vous voyez, ce titre ne résume pas tout, mais après tout, le titre « La cantatrice chauve », célèbre comédie de Ionesco, renvoie à une seule phrase. Et la cantatrice chauve, elle se coiffe toujours de la même façon. C'est tout, il n'y a pas autre chose. 9e point, la photo de couverture. La photo de couverture représente l'église de Goulien. L'église de Goulien, c'est Goulien, ça se situe au sud de la baie de Douarnenez, un peu avant la pointe du Raz. La grande pierre verticale cannelée que vous voyez là n'est pas un menhir, mais d'une stèle d'époque gauloise. La photo date du début du XXe siècle et l'un de mes lecteurs y a reconnu sa grand-mère. Sur l'édition de poche, la photo a été recentrée autour des personnages seulement. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais pour vous aider à y circuler, j'ai placé en tête la liste des personnages avec leurs relations et la chronologie des événements. Au 31 décembre dernier, entre les 2 éditions, celle-ci chez les éditions Pocket, celle-là aux presses de la Cité, il s'en est vendu 4627, ce qui est assez bien. Et l'éditeur a commencé à gagner de l'argent, et même l'auteur a commencé, pas trop, sur la grande édition qui me rapporte le plus, je perçois 1,90 € par exemplaire vendu. La critique est assez bonne, ce qui laisse augurer d'un bon avenir. Le Peuple breton écrit « L'auteur dépeint avec réalisme et tendresse ce pays qu'il connaît fort bien. Jean Roux sait nous tenir en haleine du début à la fin. » Et Ouest France écrit une passionnante chronique villageoise. Voilà, alors j'espère que ceci vous donnera envie de le lire et que vous l'apprécierez et que vous le recommanderez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Françoise nous rejoint. Merci beaucoup, Jean. Moi, je l'ai lu et je le recommande effectivement. C'est un roman haletant et très, moi, j'ai trouvé très représentatif de la période historique et j'ai été très sensible à la présentation qui a été faite là parce que j'y ai retrouvé des traits d'histoire qui me tiennent à cœur. Quel projet, Jean? Ah, eh bien maintenant, j'ai un projet fort intéressant à mon avis. Je suis en train de transformer Fils de Blouk en bande dessinée. Oui, en bande dessinée, dont le premier volume, j'espère qu'il y en aura 6. Le premier volume paraîtra à l'automne prochain, en octobre sans doute, et un choix des images paraîtra dans Dimanche Ouest France, ce qui fera une magnifique publicité. Par ailleurs, j'essaie de rédiger un livre fort complet sur les problèmes actuels, le climat, la biodiversité, enfin un peu tout,
intitulé « Notre avidité de points destructrice et peut-être suicidaire ». C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer tout par cette avidité. Les hommes se sont distingués parce qu'ils avaient le pouce opposable et parce qu'ils avaient une intelligence, un cerveau supérieur, en créant des objets de désir. Et ça a donné une civilisation extraordinaire. Seulement, peu à peu, notre désir a trop exploité les ressources naturelles. Notre désir est devenu, et trop exploité les hommes aussi, notre désir est devenu une avidité qui est, oui, destructrice et probablement pas suicidaire, mais enfin, ça va nous poser des problèmes. Voilà ce à quoi je m'occupe. Après quoi, j'aurai encore d'autres projets universitaires et personnels. Bon, bah, et merci mille fois. Et puis on attend et la BD et ce livre qui va vraiment, je pense, poser des problèmes importants. Comme plusieurs fois dans vos ouvrages, hein, vous avez cité des ouvrages sur la religion, mais il y a eu aussi Le Christ s'est arrêté à Rome, Oui. hein, qui moi m'avait beaucoup marqué et que j'avais trouvé très pertinent et très, comment dire, incisif. Voilà. C'était Donc, pour montrer que la religion de mon enfance, pas celle du pape actuel, hein, la religion de mon enfance était sur beaucoup de points directement contraires au message évangélique, au message d'amour évangélique. voilà, ben on se retrouvera bientôt. Je vous remercie beaucoup, 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 parce que c'était un beau cadeau que vous nous aviez offert là. Et on va retrouver maintenant une partie bretonnante de l'après-midi. Jean, merci beaucoup. À très bientôt. Kenavo Arvechal. Kenavo. À Trugarevraz.